Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau format sur la chaîne Débris Sport. Alors aujourd'hui on va encore parler football, même si la saison est officiellement terminée, en tout cas pour ce qui est des Français. Le mercato lui ne fait que de commencer et on a déjà pas mal d'informations, pas mal de rumeurs, notamment Paris Saint-Germain où on a un feuilleton chaque été, chaque année. Et là, cette fois-ci, on a un très très gros feuilleton au Paris Saint-Germain. Pour débattre, on a évidemment Louis qui est présent aujourd'hui. Bonjour Louis. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et on a Axel également qui est présent aujourd'hui. Bonjour, bonjour. On va tout de suite commencer par les plus grosses rumeurs de transfert de ces derniers temps du Paris Saint-Germain, surtout en tout cas depuis 2 semaines. Alors on a eu d'abord Nagelsmann qui devait venir au Paris Saint-Germain en tant qu'entraîneur, en tant que remplaçant de Christophe Galtier, qui lui n'a toujours pas de club à l'heure où on parle. Julian Nagelsmann, c'était vraiment la grosse rumeur, en tout cas c'était ce qui était pressenti, que ce soit dans tous les médias, que ce soit sur Foot Mercato, l'équipe. Et au final, il n'y a eu aucun accord qui a été effectué entre les deux parties. Nagelsmann, ça ne se fera donc pas au Paris Saint-Germain. On rappelle l'ancien entraîneur de Leipzig et du Bayern. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Est-ce que c'était une bonne idée pour vous ou pas du tout, Louis? Je vois que tu veux commencer. Non, ouais, pour moi c'était une idée sur le papier quand même intéressante. On avait un jeune avec des idées, avec un plan de jeu, etc. En plus, il voulait amener Thierry Henry en tant qu'assistant coach, donc quelqu'un qui connaît la Ligue 1, qui connaît les gros égos. Donc, non, je trouvais ça quand même intéressant. Mais après, je mettais quand même des réserves dans le sens où on a vu sa fin de parcours pardon, avec le Bayern et son petit côté peut-être trop arrogant, j'ai envie de dire, qui aurait pu peut-être déplaire dans le vestiaire parisien. Oui, puis il avait déjà un peu des stars au Bayern et on a vu ce que ça a donné, où il s'est fait un petit peu virer à cause de ça parce qu'il n'arrivait pas à gérer justement ses stars, avec Mané notamment et Sané. Axel, toi, t'en penses quoi de Nagelsmann? Moi aussi, je pensais que c'était une bonne idée. En fait, il a quand même un bon palmarès avec. Enfin, un bon palmarès. Il a fait quand même pas mal de victoires avec le Bayern de Ouais. Munich en 2 saisons ou 3 saisons. Moi, je trouvais ça pas mal. Après, comme vous l'avez très bien évoqué, par rapport aux stars, ça s'est pas très bien passé. Et je pense que le PSG, c'est un peu le gros problème. C'est les stars. Si Neymar part pas, ça aurait fait un effectif encore avec Neymar et Mbappé. Donnarumma sûrement qui allait prendre encore un peu plus ses aises, mais je pense que ça aurait pu être pas mal, mais il faut peut-être un entraîneur un petit peu plus pour quadriller ses stars justement, peut-être avec un plus gros caractère, un peu moins arrogant. Donc ça aurait été une belle idée sur le papier, après dans le vestiaire je sais pas. Et on va maintenant passer à Manuel Ugarte, qui est un petit peu la seule officialisation, même si on prend quand même des pincettes parce que le papier n'est pas encore officiellement signé. Donc voilà, c'est un jeune uruguayen, milieu de terrain de 22 ans, qui vient tout droit du Sporting. Il signe pour une grosse somme, 60 millions d'euros, ce n'est pas rien. Il va compléter évidemment ce milieu de terrain où il y en a fortement besoin, je pense, au Paris Saint-Germain. Donc voilà, il faut attendre le 1er juillet, en tout cas c'est ce qu'on connaît pour l'instant, pour que les papiers se fassent, puisque ce sera plus simple pour le Paris Saint-Germain. En tout cas, les accords sont là, que ce soit de la part des clubs ou du joueur. Voilà, c'est la première grosse recrue de l'été, en tout cas pour le PSG. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez d'Ugarte? Est-ce que ce sera vraiment une bonne pioche? Moi, je pense que oui, quand même, parce qu'il apporte quelque chose dans le milieu parisien qu'on n'avait pas forcément. On a des milieux quand même très techniques. On avait Carlos Soler, Vitinha, Verratti, Fabien Ruiz. Et là, Mm. il apporte quand même un peu plus de physique, de côté défensif aussi, surtout. C'est ce qui manquait peut-être au PSG. En revanche, sur le plan offensif, il apporte pas grand-chose en fait. Fait juste, entre guillemets, des passes latérales, des passes derrière. Son apport vers le jeu, vers l'avant est assez faible. Donc je mets quand même des réserves là-dessus et j'espère qu'il va s'améliorer au cours des Après, Louis, est-ce que le PSG a vraiment besoin d'un milieu qui attaque? Bah, dans un système avec deux milieux, pour moi, c'est obligé d'avoir des box-to-box. Tu peux pas. Ou alors, faut qu'il y ait une bonne alchimie entre les deux. Ça veut dire qu'il y en a un qui reste en défense, l'autre qui va en attaque. Mais pour moi, faut qu'il y ait tout le temps deux box-to-box qui peuvent faire les allers-retours. Et lui, il a vraiment ce côté défensif. Et je pense que même en phase offensive, pardon, je pense qu'il redescendra et que ça créera une défense à 4 peut-être, avec Mm. trois défenseurs centraux. Enfin,
Je sais pas comment. Mais si tu as un Neymar en 10, par exemple, est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir encore un milieu de terrain assez offensif? C'est ça la vraie question. Pas forcément. Après, moi, j'aurais aimé qu'il ait un peu plus de qualité individuelle offensive. Mais c'est déjà très bien. Et comme je l'ai dit, il apporte quelque chose de nouveau dans ce Paris Saint-Germain. Axel, bonne pioche ou pas? Pour moi, c'est une bonne pioche parce que, comme l'a dit Louis, il manquait vraiment ce genre de joueur en fait à Paris. Un peu un joueur physique qui met des taquets quand même, hein, qui court partout. C'est un mort de faim. Il a 21 ans, donc très jeune. Voilà le problème un peu avec Paris que j'ai un peu du mal, c'est les jeunes en fait. Et je pense que j'ai l'impression en tout cas que dès qu'il y a un jeune qui va là-bas, ça se passe pas forcément trop bien. Après, voilà, Ugarte, je pense que un joueur comme ça à Paris, ça peut faire la diff, sachant que Paris, des fois, soit ils ont une surestime d'eux-mêmes, soit ils ont un moment de flottement. Mais on l'a vu en Ligue des Champions où, par le Bayern, ils se sont fait détruire tout Ah oui, simplement. oui. Et je pense qu'un joueur comme ça, justement, ça peut les rebooster. Et si ça se passe bien, s'il y a un bon plan de jeu, peut-être ils vont peut-être pas rester dans un milieu à deux. Après, vu qu'ils ont joué comme ça quand même toute la saison ça me paraît compliqué de changer. Mais s'il y a un nouvel entraîneur, je pense qu'il y a moyen que ça change. Donc il y a moyen que ça soit très très intéressant. Après, voilà, il faut qu'il confirme. Il faut qu'il confirme et c'est le moment pour lui de confirmer parce que je pense qu'il aura sa place vu qu'il y a beaucoup de changements. Carlos Soler a pas fait forcément une bonne saison, Fabian non plus. Donc je pense qu'il y a de la place pour lui et ça peut être très intéressant. Après, vous n'avez pas évoqué une chose, c'est son prix. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre un jeune qui n'a encore, on va le dire, rien prouvé sur la scène européenne, en tout cas, pour 60 millions d'euros? C'est quand même risqué. Ah, c'est conséquent, sachant que 60 millions pour Paris, on dirait que ça paraît à rien, mais c'est plus que tous les budgets de France quasiment. Donc bon, 60 millions dans un jeune comme ça, comme tu l'as dit, qui n'a pas forcément confirmé, à voir. Un 30 millions, ça m'aurait pas choqué. Clairement, Oui. ça aurait été bien, mais 60 millions, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup, sachant que à côté, il y a des gros salaires. Donc il faudra que ça bouge. Il faudra qu'il fasse une très très bonne saison pour confirmer ces 60 millions, hein. Ah bah là, il va être très attendu. En parlant de jeunes, justement, ça me permet de faire la transition sur les rumeurs. Et il y a une grosse rumeur là qui enfle depuis quelques jours, je crois, même depuis hier, sur un retour de Xavi Simons au Paris Saint-Germain. On le sait, voilà, il a été formé au Barça, il est arrivé au PSG pour être une grande star finalement, pour vraiment se développer énormément. Et puis, il y a eu une vente au PSV, un prêt avec option d'achat. Euh, le PSV, là, pour l'instant, dans son effectif, mais le Paris Saint-Germain, en fait, a une clause, une petite clause de, alors si je ne me trompe pas, ouais, 6 millions d'euros pour acheter Xavi Simons. Donc c'est rien, mais il faut juste dire que ces 6 millions d'euros, le PSG peut le mettre, peut le donner au PSV, sauf que il faut que Xavi Simons soit d'accord. C'est lui qui a le dernier mot dans ce contrat. Voilà, Xavi Simons de retour au PSG, est-ce que ça peut être vraiment une bonne idée, sachant qu'on ça n'a pas vraiment marché sur le premier passage? Louis, Moi, quand même, je pense pas que ça marchera. Surtout dans le sens de Xavi Simons. Pour le PSG, c'est une très bonne affaire. Tu récupères un jeune qui vient de sortir une très très bonne saison. Tu l'intègres à ton effectif et tu peux essayer de le revendre plus tard, un peu à la Nkunku ou à la Moussa Diaby. Alors, peut-être que c'est pas ce qu'ils veulent faire avec lui, mais hmm. en tout cas, c'est une option. Et Et pour juste, Xavi, je te coupe rien que pour les statistiques, il sort d'une saison incroyable où il finit co-meilleur buteur d'Eredivisie, pardon, avec 19 buts, ce qui est quand même remarquable pour une première grosse saison en professionnel. je suis tout à fait d'accord. Mais quand même, si j'étais lui, moi, je resterais au PSV et je reconfirmerais une deuxième saison. Et pourquoi pas aller chercher plus haut dans un club qui me mettra titulaire. Parce que j'ai l'impression quand même qu'au PSG, sur le devant de l'attaque, c'est assez bouché. En tout Alors, cas jusqu'en 2024. le problème, c'est qu'il n'est pas sûr de vouloir rester au PSV pour la simple et bonne raison que son coach est parti, le coach avec qui il avait énormément confiance, donc Van Nistelrooy, ce qui fait qu'il y a beaucoup de chances qu'il parte. Maintenant, voilà, est-ce qu'il doit venir au PSG? Ça, c'est une grande question, Axel. Moi, je trouverais ça dommage, ouais, qu'il retourne au PSG vu comment il a été traité quand il y était. Et c'est pour ça, moi, je le verrais bien dans un club espagnol, qui retourne au Barça ou pas, avec le projet qui est en train de se faire avec Xavi, ça pourrait être intéressant. Mais pour lui,
Je pense pas forcément qu'il aurait envie de revenir au PSG. Et je pense que ça serait pas forcément une bonne idée, sachant quand même qu'il y a beaucoup de joueurs au milieu du terrain, même s'il va être plus placé offensif Oui, peut-être. peut-être milieu offensif, voilà, c'est plus dans ce rôle-là. Mais ça Déjà, risque d'être il compliqué. faudrait un dispositif qui lui permette d'avoir ce poste. Et de deux, il y a quand même, je trouve, trop de joueurs à ce poste-là et trop de concurrence pour une saison très bonne, mais une première saison. Hmm. Donc, pour la deuxième saison, s'il ne joue pas, ça me paraîtrait dommage quand même de gâcher ça, quoi. Oui, il est en pleine progression surtout. Et on va passer maintenant à un autre néerlandais, un petit peu plus surprenant, c'est Gini Wijnaldum, qui veut rester au Paris Saint-Germain, il veut revenir à Paris. Donc on sait, voilà, il est prêté à l'AS Rome cette saison et donc selon l'équipe, il voudrait revenir au Paris Saint-Germain pour un petit peu redorer son image. Voilà, est-ce que le PSG doit le garder ou le vendre? Ça, c'est une grande question. Est-ce que Louis, tu penses qu'il faut le garder, Wijnaldum, ou pas du tout? Euh, je- Pareil, je laisse une réserve pas sur le niveau du joueur, mais plutôt sur la profondeur du banc du PSG. Là, vraiment, on accumule les joueurs. Si on fait pas un peu de dégraissage, Surtout au milieu de ça terrain. servira, surtout au milieu de terrain. Là, ça servira pas à grand chose. En plus, on rajoute Manuel Ugarte qui arrive, euh, qui arrive cet été. Donc, non, pour moi, il faudrait qu'il parte. Même s'il a envie de rester, c'est très bien. Mais pour moi, pour les finances du club, ce serait mieux qu'il parte. Axel, Ouais, ouais. alors je comprends qu'il veut y revenir, mais il y a eu ils ont fait genre, je sais pas s'il était titulaire à tous les matchs, mais ils ont fait quand même une très bonne saison, Rome, sur le plan. Finaliste de l'Europa League, ce n'est pas rien. Donc c'est à noter, je pense qu'il veut peut-être. Alors je sais pas si c'est le terme, parce qu'il est quand même pas non plus tout jeune, mais il veut peut-être se relancer une nouvelle fois pour faire encore une grosse saison avec Paris, mais je pense, comme l'a dit Louis, il y a trop de milieux de terrain, il y a trop de joueurs à ce poste-là. Peut-être qu'il veut revenir à Paris pour un certain salaire, mais il y a trop de joueurs en fait. Il faut qu'il parte autre part et qu'il aille dans un endroit où il pourra jouer sereinement, sans forcément des critiques ou alors une concurrence qui est beaucoup trop dure pour lui. Donc c'est pas la bonne idée. Et on parle de la concurrence au milieu de terrain et de l'effectif trop important à ce poste-là. Je pense qu'on va encore halluciner puisqu'il y a une nouvelle rumeur de transfert au milieu de terrain qui est Kang-Jin Lee, le Sud-Coréen, qui vient tout droit de Majorque. Il a 22 ans, on sait c'est une pépite, hein. Quand il était à Valence, on savait déjà son potentiel. Le PSG le veut, alors là, pourquoi faire vraiment? C'est une grande question, hein, puisque pour lui, même pour lui, est-ce que ce serait vraiment une bonne idée d'aller dans un club comme le Paris Saint-Germain? On sait que la gestion des jeunes n'est pas forcément bonne, ou à Majorque, il est vraiment bon. Euh, le PSG donc est dessus, aurait proposé 15 millions d'euros. L'Atlético serait aussi dessus. Et Majorque en demande 22 millions, mais n'est pas vraiment prêt à le laisser partir. Là encore, est-ce qu'il faut insister? Est-ce qu'il faut mettre les 22 millions? Ça paraît assez surprenant, Louis. Personnellement, je négocierais parce que c'est quand même un joueur superbe à avoir joué. Il a une qualité de dribble incroyable. Alors peut-être qu'on a déjà ce profil avec Neymar, avec Asensio qui va sûrement arriver, mais quand même, comme tu dis, c'est de la jeunesse. Mm. Et si on s'en croit aux dernières rumeurs de coach, celui qui est le plus probable d'arriver, On va en parler. on va en parler, mais en tout cas, il fait jouer les jeunes. Il a envie de les faire jouer et il a l'air de coller dans la catégorie des joueurs qu'il aime bien, c'est-à-dire dribbleur, capable de jouer dans les petits espaces, etc. Et puis déjà, niveau financier et médiatique, on sait qu'un Sud-Coréen à Paris, ça fera ramener du monde. On sait que ça rentre en compte quand il parle, quand ils définissent les joueurs. Mais aussi, il a une certaine niaque défensivement, il est très présent sur les pressings. Et je pense qu'il pourrait amener quelque chose de plus au Paris Saint-Germain. Ouais, puis il a cette faculté à jouer un petit peu en numéro 10 et aussi sur un côté, donc ça peut être intéressant. Mais après, voilà, encore une fois, il y a beaucoup de joueurs qui jouent déjà à ce poste-là au Paris Saint-Germain, donc ça va être compliqué. Axel, voilà, est-ce que tu penses que Kangini, ça peut se faire? Moi, alors franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit pourquoi faire. Pourquoi pas rester en Espagne ou quoi, mais je me dis qu'avec Ugarte et Lee, un milieu comme ça, franchement, pourquoi pas? Ça peut vraiment rebooster cette équipe. Et là, ça ferait du changement pour le coup. Ça ne ferait pas des Solaire ou des Fabien qui étaient déjà des joueurs confirmés quand même.
Là, pour le coup, ça ferait venir des jeunes. Même si je suis pas trop fan des jeunes à Paris, ça peut aller parce que 22 ans, 21 ans, ils ont déjà fait quelques saisons pas mauvaises, on va dire, surtout Ugarte, mais Lee a fait une très bonne saison à Majorque. Et pour le coup, ça changerait totalement de style de jeu, cette équipe. Alors, s'ils sont dans un milieu à 3, qui mettre en troisième? Et s'ils seront titulaires les deux, ça je ne sais pas, malheureusement. Mais par contre, pour le coup, un milieu comme ça, tout nouveau, qui a soif de jouer, soif d'envie, soif de ballon, à la rage de vaincre, comme tu l'as dit, Louis, une qualité défensive et technique hors norme, ça peut faire très très mal. Mais là, ça va être un petit peu bizarre, là. On passe quand même d'un Paris Saint-Germain où on est rempli de stars à un Paris Saint-Germain où on n'a que des jeunes à en devenir, où il n'y a plus vraiment de stars, à part Mbappé et peut-être Neymar, on va l'évoquer, mais on passe vraiment d'un Paris Saint-Germain, on va dire, de tout à rien en final. Il faut tout reconstruire. Mais est-ce que justement, c'est pas le but au final de refaire ça, sachant que ça fait 5 ans, ou 5 ans ou plus même, qu'ils échouent en Ligue des Champions, même en finale contre le Bayern, c'était pas forcément ça, Mm. qu'ils échouent chaque année lamentablement alors qu'on les annonce comme certainement les finalistes ou potentiellement les vainqueurs avec cette équipe Messi, Neymar, Mbappé. Donc au final, est-ce que ça serait pas le but de tout refaire et pourquoi pas d'avoir un nouvel entraîneur, deux nouveaux joueurs qui ont justement faim et qui n'ont pas forcément un énorme salaire et prennent la grosse tête. Ce serait un beau projet quand même pour Ouais, Paris. mais dans ce cas, ça voudrait dire que, là on va le sortir un petit peu, mais ça voudrait dire que le PSG ne visera pas la Ligue des Champions l'année prochaine et il faudra encore un petit peu attendre pour la viser réellement. Louis, est-ce que tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça et moi je préfère ça plutôt à ce qu'on voit un PSG qui s'écroule avant le départ de Mbappé parce que Hmm. on va en parler aussi mais ça joue aussi et avec ces jeunes qui arrivent on a l'impression quand même que le PSG prépare son avenir avec des joueurs qui sont modulables encore, qui peuvent être encore peaufinés et j'ai l'impression que pour moi c'est une bonne stratégie. En plus c'est ce qu'on a reproché au PSG de Christophe Galtier, c'est le manque de profondeur de banc. Hmm. Et là, on arrive avec des joueurs qui feront pas forcément de chichi quand ils vont arriver, ils vont pas avoir envie d'être titulaires dès le premier match. On a des joueurs qui vont vouloir s'intégrer petit à petit, et au final, tu vas pouvoir avoir une rotation plus large et qui va te donner beaucoup plus de solutions et qui va pouvoir te permettre de jouer sur tous les tableaux. Et on va maintenant passer à une autre rumeur de transfert pour un petit peu avancer. Un Français, Marcus Thuram, pour épauler Kylian Mbappé. Alors c'est un petit peu surprenant quand même parce qu'on se dit voilà, encore une fois, c'est pas une grande star, mais ça reste Marcus Thuram. Voilà, c'est pour épauler Kylian Mbappé en attaque parce qu'on sait que c'est un poste que vise Luis Campos depuis le début du mercato. Il est libre, c'est ça l'avantage. Il n'y aura pas besoin de payer le Borussia Mönchengladbach qui vient de quitter. Il a 25 ans, mais le problème c'est que Leipzig et l'AC Milan sont dessus et le futur entraîneur potentiel ne serait pas vraiment fan de ce profil, mais en tout cas c'est un nom qui revient souvent quand on parle du mercato du Paris Saint-Germain. Encore une fois, est-ce que Marcus Thuram, ça peut le faire pour épauler Kylian Mbappé? Personnellement, après on l'a vu à la Coupe du Monde, il peut y avoir une certaine alchimie entre les deux. Mais après, Mais c'était très bref la Coupe du Monde. bref, et c'était. Moi j'ai juste l'action de La Thuram finale. qui fait un lob sur Mbappé et Mbappé qui la reprend en demi-volée. Oui. Par ça, en même temps, il n'a pas eu tellement de temps de jeu. Mais sinon, Marcus Thuram, pareil, j'ai un peu de mal pour Paris. Hein, pour Paris, dans le sens où, déjà, qu'est-ce que tu fais de Ekitike s'il arrive? Voilà, c'est pas le même profil, mais ils peuvent jouer sur les mêmes postes. Thuram peut jouer sur un côté, mais c'est pas vraiment son poste préférentiel. Mais est-ce qu'il faut garder Ekitike? Ça aussi, c'est une grosse question. Vu l'investissement, faudrait quand même essayer de le garder ou alors de l'envoyer en prêt Oui, en le Ligue 1 prêter à la qui se limite. passe les dents. Ouais. Voilà. Mais sinon, non, Thuram, je suis pas fan. Est-ce que tu es fan, toi, de Marcus Thuram pour épauler Kylian Mbappé? Ouais, j'allais prendre un peu la même chose que tu as dit, Louis, par rapport à la Coupe du Monde, justement. On n'a pas pu le voir trop jouer, mais le problème, c'est que je pense qu'Mbappé, il aurait plus besoin des joueurs qui ont une très bonne vision de jeu pour le lancer en contre-attaque ou alors qui créent du jeu.
Et le problème, c'est que Marcus Thuram, c'est un peu un attaquant de pointe, quoi. C'est un peu un buteur. Il peut jouer sur des côtés, il peut Ouais. accélérer, mais le problème, c'est qu'avec Mbappé, j'ai un petit doute sur l'alchimie des deux. Et ouais, il y a déjà quand même pas mal de joueurs. Et si tu prends Marcus Thuram, ça veut dire que tu vires possiblement Ekitike. Alors que bon, l'engouement qu'il y a eu l'année dernière, on se souvient, mais quand il est arrivé de Reims, ça veut dire que tout ça s'effondre, en plus d'une saison catastrophique. Donc bon, un peu moyen. Mais après, là où je vous rejoins pas vraiment, c'est sur le profil de Marcus Thuram. Pour moi, c'est pas encore un finisseur, donc c'est là où finalement la chimie pourra pas fonctionner parce que pour moi, Kylian Mbappé, en fait, il doit être épaulé d'un vrai neuf, d'un pur finisseur, un style à la Lewandowski. C'est vraiment l'idéal parce que au moins il peut s'appuyer sur lui et à la limite, voilà, il peut avoir quelqu'un qui peut terminer les actions. Un Marcus Thuram, oui, comme un pivot, voilà. Et un Marcus Thuram, je le vois mal être dans cette position de pivot, en tout cas, vu ce qu'il a montré avec l'équipe de France ou même le Borussia, ça n'a pas vraiment le profil d'un pivot. Pour rebondir sur ce que vous dites, en fait, ce que va apporter Marcus Thuram, Kylian Mbappé l'apporte déjà et Oui, peut-être en mieux. Il apporte de la profondeur, il apporte de la finition. Thuram, il peut apporter son physique et un bon jeu de tête. Mais à part ça, son profil, ce qu'il fait, c'est très bien, mais il a un profil de jeu assez restreint et on ne peut pas l'utiliser partout. et on va juste terminer là-dessus. Alors, il y avait évidemment la rumeur Randal Kolo Muani, mais bon, plus les jours avancent, plus ça commence à s'échapper un petit peu pour le Paris Saint-Germain. Mais voilà, un profil comme Randal Kolo Muani, est-ce que lui, par exemple, ça peut coller avec Kylian Mbappé ou pas? Largement ou... Parce que c'est pareil, c'est pas vraiment un finisseur, Randal Kolo Muani. Pas largement, mais il contribue. Il a un profil un peu plus différent que Kylian et il participe plus au jeu et il aurait plus ce rôle de pivot, comme tu dis, qu'un Marcus Thuram par exemple. Et oui, et puis aussi sur le plan physique, je trouve l'apport, enfin, ce qu'il peut apporter en tout cas, point de vue du pressing et de la présence sur le porteur de balle, je trouve c'est vraiment ce qui manque à Paris en fait. C'est ce pressing-là qui fait mal, le physique qui fait mal. Et c'est pour ça, je reviens un peu sur Lee et sur Ugarte. Moi, si il y a ces joueurs, ce type de joueurs-là en tout cas, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment un défaut qu'a Paris. Et un Randal Colomoni, en plus de son apport technique, finition, etc., aux côtés d'un Mbappé sur le plan physique, ça peut vraiment marcher, hein. Ouais, puis c'est surtout quelqu'un, on l'a dit un peu, mais oui, c'est quelqu'un qui est mort de faim. Enfin, on le voit sur un terrain, il n'hésite pas une seconde à presser, chose qui était impensable cette saison au Paris Saint-Germain quand on regardait les trois de devant. Il n'y en a pas un qui courait quand ils n'avaient plus le ballon. Donc c'est aussi peut-être pour ça que ce serait un bon profil pour le PSG. Malheureusement, ça semble être compliqué pour Luis Campos et je pense qu'on ne verra pas Kolo Muani au PSG à moins d'un miracle. En tout cas, il y en a un autre en attaque qu'on va certainement voir au Paris Saint-Germain, c'est Marco Asensio. Alors là, c'est quand même surprenant parce qu'on se dit qu'il faut quelqu'un d'exceptionnel pour épauler Kylian Mbappé. Marco Asensio est exceptionnel, mais c'est quelqu'un qui est sur le banc au Real Madrid depuis des années. Et là, il devrait normalement jouer au poste de titulaire, en tout cas, vu la masse salariale qu'il demande. On voit mal comment il pourrait rester sur le banc. Alors, il arrive libre de tout contrat du Real Madrid où il n'a pas voulu prolonger. Pour l'instant, il n'y a rien d'officialisé, mais plus les jours passent, c'est encore une fois, c'est pareil, hein, on sait que ça va se faire, c'est une question de temps, c'est pareil, ça doit être aux alentours du 1er juillet. Marco Asensio, pour épauler Kylian Mbappé, c'est un petit peu même des profils similaires, je ne sais pas si vous êtes d'accord, et est-ce que ça va vraiment coller? C'est un profil bien plus technique que Mbappé et il peut avoir quand même ce rôle de créateur et qui peut servir à Mbappé. Mais comme tu le dis, c'est pas ce que recherche Kylian. Et j'avoue que j'ai du mal à les voir combiner, etc. Alors après, je laisse le bénéfice du doute. Marco Asensio, quand même, il est bien revenu cette saison. Il a apporté sa pierre à l'édifice dans cette saison du Real.
Et je pense quand même il peut faire de bonnes choses, mais après, c'est pas le profil que je serais allé chercher. Et là, il aurait un contrat de 4 à 5 ans au Paris Saint-Germain, donc c'est assez conséquent pour un joueur qui n'a pas été épargné par les blessures. Euh, Axel, est-ce que toi tu penses que ça peut marcher ou est-ce qu'il faudrait encore un attaquant supplémentaire, une sorte de numéro 9 parce que là, on les voit mal combinés à deux devant. C'est vrai qu'il a quand même fait 8 ans au Real Madrid, donc c'est pas mal. Je pense qu'il a pu emmagasiner pas mal, même beaucoup d'expérience. Ouais. Par rapport à son style de jeu, je le trouverais plus ouais, comme un créateur, pas forcément un ailier qui va percer. Pour moi, je le mettrais plus en milieu offensif, pas forcément en ailier. Je trouve qu'il s'est un petit peu changé au fil des années. Et ça pourrait être intéressant. Après, le problème, c'est que, voilà, comme on l'a vu, dans ces 8 ans, il y a eu quand même pas mal de blessures. Et le problème des blessures, c'est que, au final, ça dérègle tout un système. Et s'il est titulaire, ça veut dire que s'il se blesse au bout de 2 3 matchs, au final, ils vont revoir toute leur stratégie, tout leur système. Et si un Asensio se blesse alors qu'il est au cœur du jeu, qu'il est au cœur de l'animation, de l'attaque en tout cas, ça change beaucoup de choses. Après, c'est sûr qu'avoir un joueur comme ça avec sa patte gauche pour venir caler des petits ballons, même des belles frappes, surtout en Ligue 1, même si la Ligue 1, beaucoup de monde disent que c'est pas forcément l'un des plus gros championnats, mais ça défend très bien. Je trouve que ce joueur-là peut quand même apporter pas mal de choses, surtout dans sa vision de jeu et la qualité de ses passes et de ses frappes, ça peut vraiment, vraiment faire mal. Le problème, c'est que je l'aurais pas forcément j'aurais pas forcément pris ce choix, mais bon. Bon, on a parlé d'un Espagnol qui arrive au PSG. On va parler, on va dire, de la plus grosse rumeur transfert, celle qui va vraiment être le pilier de ce mercato estival du Paris Saint-Germain. C'est l'arrivée de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Pour l'instant, rien n'a été officialisé, mais il n'a pas de club et il devrait normalement s'engager dans la capitale. On n'a pas encore les détails exacts du contrat, mais c'est Téléfoot qui a sorti l'information en premier, l'équipe l'a relayée et il devrait arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains jours même, à la place de Christophe Galtier au banc du Paris Saint-Germain. Alors il a eu un très très gros passage au Barça, où il a notamment fait jouer la MSN et remporter la Ligue des Champions en 2015. On va dire que c'était le prime de la MSN à cette époque-là. Euh, Maintenant, est-ce qu'au Paris Saint-Germain, ça peut coller, sachant qu'on sait qu'il a un style assez autoritaire. Voilà, là, c'est encore plus haut que Galtier en termes de strict d'autorité. Donc là, est-ce que ça va vraiment marcher? Louis, je te laisse commencer sur ce sujet un petit peu chaud. Euh, on bassine le même refrain à chaque fois, oui, cette fois il aura plus d'autorité, il aura plus de crédit, on l'avait même fait avec Galtier, mais j'ai vraiment l'impression que Luis Enrique peut manager ce vestiaire. Il, est- il a le palmarès, il a connu des joueurs importants, et je pense que Kylian Mbappé saura s'adapter à son système de jeu qui est quand même assez offensif et qui fait briller les attaquants avant tout. Ok, c'est une bonne pioche, c'est le profil idéal. Je pense qu'il y avait quand même pas mal de choix entre Nagelsmann et Luis Enrique. Les deux allaient, c'est vrai que Luis Enrique, pour le coup, c'est un très gros caractère et c'est aussi un beau parcours avec le Barça. Après, il a pas entraîné de club, il me semble, depuis l'Espagne, c'est ça? Oui. Vu qu'il a été licencié il y a pas longtemps. Et l'Espagne, c'était pas non plus la folie. Même si ça fait quoi, finale de Ligue des Nations avec la France, Ouais. mais c'est pas grand-chose. Après, comme on l'a dit, comme il y a beaucoup de joueurs qui risquent ou alors qui vont arriver, comme Ugarte, comme Lin ou quoi, là pour le coup, je pense que cet entraîneur, typiquement, est fait pour leur style de jeu, c'est-à-dire très agressif, très autoritaire sur le terrain, et puis ça joue bien au ballon, très bonne technique, et je pense que ça peut le faire. Mais comme à chaque année, en fait, il faut un effectif, il faut des joueurs qui respectent l'entraîneur aussi. Chaque année, on dit voilà, c'est le bon entraîneur, là c'est l'année, nan. Mais au final, les entraîneurs sont toujours au clash, sont toujours virés au bout d'1 an ou 2 ans.
Et il faut vraiment qu'il installe ce climat de c'est lui le patron, mais vous avez le droit quand même de faire un petit peu des folies, de dire des choses, mais il faut que ça soit carré, quoi. Et là où je te rejoins, du coup, j'allais dire la même chose, mais on dit ça chaque année en fait. Je vous rejoins tous les deux, hein. J'ai l'impression d'avoir le même discours depuis Tourelle, même encore avant, quand il y avait Emery. Depuis QIC en fait. Depuis QIC, on a le même discours. Chaque année, on dit c'est le bon entraîneur, c'est bon, c'est lui qui va faire gagner avec des champions. Au final, ils sortent en huitième. Et après, hop, il y a encore la même machine où on part au clash, comme tu l'as dit, Axel. Et à chaque fois, c'est la même chose. Enrique, j'ai envie d'y croire. Mais c'est pareil, ça va être beaucoup d'autorité, ça va être compliqué de gérer tout le monde. Bon, il y a peut-être une star qui va pouvoir se relancer grâce à lui, Neymar. Mais là, encore une fois, ça va être compliqué de relancer Neymar. Mais voilà, je pense que c'est un risque à prendre pour Paris Saint-Germain. De toute façon, là où je te rejoins pas par contre, Axel, c'est que tu as dit qu'il y avait quand même pas mal de choix. J'ai plutôt envie de dire l'inverse. Quand tu regardes la liste des entraîneurs disponibles sur le marché, bah, il n'y a pas beaucoup de monde hein, qui sont libres actuellement. T'avais Nagelsmann, t'avais Rudi Garcia, t'avais du coup Luis Enrique, on va dire en gros nom. Sinon, et Zidane. Il y avait potentiellement Mourinho aussi. Oui, enfin Mourinho après il est pas encore libre, mais Si forcément il y avait quelque chose, mais oui pareil Mourinho ça aurait pu. Là par contre Mourinho je pense que c'était vraiment pas une bonne idée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, je pense qu'on est au summum de l'autorité et au niveau des stars, ça aurait peut-être été un peu compliqué. Soit ça passe, soit ça casse. Et j'ai l'impression qu'avec les Neymar, ce genre de joueurs, ça aurait pas marché, l'autorité aurait été trop forte. Mais par exemple, quand on voit après la finale de Ligue des Champions 2010, qu'il fait un énorme câlin à Materazzi en lui disant qu'il part du Real, les larmes aux yeux, ça montre quand même qu'il arrive à être proche des joueurs. C'est pas forcément autorité pour être méchant, je veux dire ça, c'est vraiment l'autorité paternaliste. Donc pour moi, ça n'aurait pas été une si mauvaise idée. Après, quand on parle de Mourinho et de son autorité, on se rappelle forcément de Manchester United, c'est là où il y a eu le plus de problèmes avec Memphis ou encore Paul Pogba. Ça s'est vraiment pas bien passé de ce côté-là, donc c'est là où on peut un petit peu avoir peur parce que le Manchester de cette époque ressemble un petit peu au Paris Saint-Germain d'aujourd'hui où il y a un petit peu beaucoup de problèmes, mais il y a quand même quelques stars, des jeunes et des problèmes. Donc oui, c'est sûr que Mourinho, je pense que ça n'aurait peut-être pas été une si bonne idée que ça. Donc voilà, vous validez en tout cas Luis Enrique au PSG si j'ai bien compris. Oui. Ouais. C'est quand même un petit oui. Petit oui dans le sens où moi j'ai peur que sa possession, son envie toujours d'avoir le ballon, au final, comme on l'a vu avec l'Espagne, avec peut-être un manque de chance, etc., ça ne donne pas de résultat en fait. J'ai l'impression qu'il n'arrive pas trop à s'adapter à ses adversaires et que si son équipe n'est pas en confiance, ça va pas marcher. C'est vrai que... Vas-y, je te laisse finir. J'ai juste dire, mais après... je lui laisse quand même le bénéfice du doute et avec un effectif plus fourni que l'Espagne lors de la Coupe du Monde 2022, peut-être qu'il peut réussir quelque chose. Excellent. Mais oui, c'est vrai que tu soulignes bien le problème de possession avec l'Espagne. Contre le Maroc, par exemple, on l'a vu. Hein, ils avaient quoi? Ils avaient 80% de possession toute la partie. Au final, ça n'a pas forcément marché. Et avec Paris, ça peut être la même chose. Mais voilà, comme d'habitude, on met une petite réserve sur cet entraîneur. Et on verra bien au moment des huitièmes de finale de Ligue des Champions, s'il passe les poules, ce que ça donne. Et ça va ressembler un petit peu à l'Espagne, hein, déjà, puisque là, il n'y a pas de vrai numéro 9 qui est pisté. Donc on va se retrouver encore une fois avec la même tactique que l'Espagne, c'est-à-dire avec un faux 9 et deux pointes comme Mbappé et Asensio, du coup. Quand même, je pense qu'avec Mbappé, il a ce profil de 9 qui peut prendre la profondeur. Oui. Après, j'ai quand même l'impression qu'il aime avoir ce 9 qui sait tout faire, c'est-à-dire être bon dans la finition, renard des surfaces. Mais sur le banc. Comment ça? Mais sur le banc. Comme Morata, tu voulais dire. Je pensais à Luis Suarez, moi. Luis Suarez, oui, ok. Ouais. Suarez qui arrive à faire le jeu, qui arrive à être ce renard des surfaces, qui peut te sortir de mauvaises situations.
Mbappé a encore du travail à faire, surtout sur le côté création pour les autres. Mais après, je pense qu'il peut avoir cet attaquant. Après, c'est vrai que ce faux neuf, cette histoire de faux neuf, c'est peut-être son plus gros défaut. Et c'est peut-être ce qu'il va faire en tout cas au Paris Saint-Germain. On l'espère pas pour le PSG en tout cas. On a parlé d'un joueur forcément qui pourra peut-être se relancer avec l'arrivée de Luis Enrique, c'est évidemment Neymar. Bon, c'est un sujet assez complexe Neymar, puisque on le sait, il a du talent, hein. On le sait tous, c'est un joueur exceptionnel, mais malheureusement les blessures ne l'ont jamais épargné. Là, il n'avait pas fini la saison encore une fois à cause d'une blessure à sa cheville, où là, du coup, il s'était fait opérer. Normalement, il s'est fait opérer pour aller mieux et qu'il n'y ait plus beaucoup de blessures. On verra ce que ça va donner encore une fois. Mais voilà, est-ce que vous pensez qu'il peut réellement se relancer ? Et de deux, est-ce que le PSG doit impérativement le garder, sachant qu'il est sous contrat jusqu'en 2025 ? Donc à la limite, ce serait le moment de le laisser partir, sachant qu'il y a des Newcastle qui sont dessus, et même Manchester United. Axel, si tu veux commencer. Bah non, mais moi j'avais surtout aussi souligné, tu l'as dit, les blessures, mais aussi sur le plan extra-sportif. Il vient d'annoncer, il me semble, il vient de s'excuser sur un post Instagram Oui. qu'il avait trompé sa femme qui était enceinte. Donc ça déjà, rien que l'extra-sportif aussi, ça veut dire pas mal. Il n'est pas forcément très sérieux même là-dedans. Après, comme vous l'avez bien évoqué tout à l'heure, Luis Enrique, bah, il l'a quand même eu pendant 3 ans ou 4 ans. Et je pense que justement, ça peut lui permettre de se relancer. Mais quand même, il y a toujours ce problème de blessure avec Neymar qui est toujours là. Et se relancer au PSG, mais se relancer aussi au niveau des supporters. Je pense qui ont un petit peu gros sur la patate vis-à-vis de Neymar, qui n'a pas forcément été toujours bon sur le plan sportif et sur le plan des supporters. Moi, j'ai plus l'impression que les Parisiens en attendent encore Neymar. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment la haine, même si t'enlèves l'épisode où ils sont allés devant chez lui. T'enlèves cet épisode-là où c'est quelques supporters, j'ai pas envie de dire les noms et tout, mais voilà. Si t'enlèves ça, j'ai l'impression que les supporters croient toujours en Neymar et pensent toujours que c'est vraiment un joueur exceptionnel. C'est pour ça qu'ils ne doutent pas finalement qu'il puisse revenir à un niveau exceptionnel si sur le côté extrasportif ça se passe bien. Et encore une fois, sur le côté extrasportif, ça se passe pas bien. Et il faudrait qu'il arrête le poker au bout d'un moment parce que ces nuits à faire ça, c'est plus possible. Non mais c'est vrai, il y a tout un extrasportif qui ne va pas avec lui. Et c'est ça le problème. Si le PSG a envie de réaliser son objectif, réaliser son rêve, Neymar doit devenir professionnel ou alors il faut s'en débarrasser. Moi, j'ai du mal à me dire que un des meilleurs joueurs de ton équipe, une de tes têtes de gondole, quand Mbappé dit qu'on va bien dormir et qu'on va bien manger après la défaite face au Bayern et que lui va au McDo, fait son poker, enfin, je trouve que c'est quand même un manque de respect envers un de ses coéquipiers, un de ses copains, on va dire. Le club, hein, tout simplement. Voilà, et puis comme vous l'avez dit au niveau des blessures, alors on espère que son opération va l'éloigner de tout ça, mais j'ai du mal, l'extra sportif et les blessures sont quand même vraiment liés, et s'il n'arrive pas à régler l'un, l'autre va pas mieux aller. Donc si Newcastle et Manchester United font une offre suffisante, moi je laisse. Sachant que, allez, il vaudrait je pense entre 60 millions à peu près, hein, puisque là il a encore 2 ans de contrat. Et l'investissement là. Ah bah là les 222 millions ils vont être loin d'être récupérés, là c'est quasiment impossible, c'est terminé. En plus il a 31 ans si je dis pas de bêtises ou 32 ans. Fallait pas s'y attendre à récupérer ces 220 millions je pense. Il le savait qu'en achetant à ce prix-là, ça allait être compliqué de récupérer ça. Alors ils auraient pu peut-être le vendre un peu plus, mais je pense que s'ils avaient pu le vendre avant un peu plus, il serait pas parti, parce qu'il aurait fait une bonne saison logiquement, donc bon, compliqué. Oui mais encore une fois ils ont visé sur du long terme quand ils l'ont acheté. Ils ont visé un objectif, gagner avec des champions. Donc tant que tu l'as pas gagné, tu te dis il y a encore un potentiel avec lui. Le problème c'est que là... Là, c'est du trop long terme. Un contrat jusqu'en 2027, c'est complètement dérisoire. Là, pour moi, c'est une épine dans le pied et il faudrait s'en débarrasser. 2027, là, Alors, c'est 2025, c'est 2025. Juste moi, c'est 2027. avec une option.
Ah, bah oui, mais c'est lui qui gère ses options. Ah oui, oui, ok, ok. Autant pour moi. Il n'y a pas de problème à vérifier. Mais en tout cas, même si on s'en tient à 2025, je trouve que c'est quand même trop. C'est dans 2 ans, donc oui, ça, c'est déjà encore un peu long parce que tu te dis qu'il peut encore avoir des blessures, tout ça, donc... Quand on voit le processus de reconstruction entre guillemets du PSG, j'ai un peu peur qu'il soit un frein en fait pour ces jeunes. Autant essayer de trouver un autre joueur qui a le même profil que lui et qui peut essayer entre guillemets de créer la même chose plutôt que de s'obstiner avec lui. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas au PSG, s'il y a une seule petite chose qui le contrarie, et ben il baisse les bras et il retourne dans son poker et son McDo. Et peut-être l'Arabie Saoudite qui va toquer à sa porte, comme ils le font à tout le monde. Mais du coup, le PSG doit faire quoi? Le prêter, le garder, le vendre? C'est quoi l'option là maintenant pour cet été? Moi je le vends. Le vendre. Ah, le vendre, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas un prêt. Parce que moi, je vous dis, mon idée, c'est à la limite, tenter un prêt. Il y avait Manchester United qui le voulait en prêt. Tenter un prêt là-bas, en première ligue, ça peut que lui faire du bien. Ou là, il va se relancer pleinement, ou pas, hein, mais ça peut être un échec total. Mais si il se relance, là, tu le vends après, tu vois. Parce que là, sa valeur aura un petit peu plus grimpé. Ou alors, tu peux le garder après parce qu'il aura fait une bonne saison, parce qu'il sera meilleur. Mais là, le vendre maintenant, je pense que c'est peut-être un risque. Parce que là, tu vas perdre beaucoup, même si tu vas ramasser ces 2 ans de salaire qui lui restent. Je sais pas, je trouve que c'est un risque de le vendre maintenant. Mais un prêt avec option. Alors, parce qu'un Euh, prêt, juste un Oui. prêt, je trouverais ça un petit peu débile, entre guillemets, de Manchester United et Newcastle, de faire juste un prêt basique comme ça. S'ils se relancent en plus, ils perdront tout, sachant qu'il sera relancé. Voilà. Après, le prêt avec option d'achat, le problème, c'est que tu le fixes à combien son achat? Parce que là, actuellement, il va pas valoir beaucoup. Mais s'il fait une grosse saison derrière et qu'il vaut au moins 15 ou 20 millions de plus, c'est un gros risque que tu prends en mettant un prêt avec une option d'achat. Ouais, mais le prêt, je trouverais ça. Bah pour Neymar, en tout cas, je trouverais ça un petit peu. Ouais, on va te prêter histoire que tu te relances, alors que le mec, il a quand même un gros palmarès, un super niveau de jeu. Mais dans tous les cas, le joueur ne voudra pas. Enfin, là, il faut qu'on se mette bien dans l'idée que lui, il est très bien au Paris Saint-Germain. Enfin, je veux dire, avec le salaire qu'il a, il a tout pour être bien à Paris. C'est le PSG qui doit s'en débarrasser. C'est pas à lui de partir. Ah non, et puis même, je pense qu'il essaiera pas de trouver, ou alors il va essayer de chercher quelque chose. Parce que quand même, Paris, la ville, c'est un bel argument pour rester. Quand on regarde Manchester United ou Newcastle, ça donne pas forcément envie. Après, c'est que mon avis, Ah non, non, mais t'as bien raison, hein. Paris, entre Paris et Manchester United, je pense qu'on choisit vite, quoi. La ville, voilà, en tout cas. la ville en tout cas, exactement. Bon, on continue sur les attaquants. On a évoqué le cas de Neymar qui est assez complexe. Je pense que là, le plus complexe, et c'est encore un nouvel épisode dans cette série, l'affaire Kylian Mbappé. Enfin, l'affaire, non, mais le dossier Kylian Mbappé qui est très compliqué à gérer. Bon, on a une semaine dernière qui a été très mouvementée, où on a appris qu'il ne prolongera pas au Paris Saint-Germain, qu'il n'activera pas pardon, sa 3e année optionnelle jusqu'en 2025. Ce qui veut dire qu'il quitte le Paris Saint-Germain le 30 juin prochain, enfin le 30 juin 2024. Là, il y a une vraie question qui va se poser pour le PSG. Est-ce qu'il faut le vendre dès cet été pour récupérer un peu d'argent? Ou alors il faut prendre le risque d'aller jusqu'au bout de son contrat en 2024, même s'ils vont le laisser partir libre? On imagine que ce sera au Real Madrid. Là, je pense qu'il n'y a plus de débat. Florentino Pérez le veut et encore et encore. Maintenant, est-ce que le PSG doit le vendre maintenant, donc cet été, pour avoir un minimum d'argent ou alors aller jusqu'au bout pour tenter de gagner la Ligue des Champions ou en tout cas de faire une belle saison? Euh, Moi, j'avoue que je suis partagé dans le sens où il faudrait quand même avoir des liquidités, sachant qu'un Kylian Mbappé, même avec un an de contrat, on peut le vendre à un bon prix. Mais on parle quand même de Kylian Mbappé et s'en priver entre guillemets une saison. Tu peux l'avoir encore une saison, donc je suis d'avis quand même de le garder, sachant qu'il peut faire la différence dans de gros matchs. Tu peux essayer de le garder pour peut-être entre guillemets gérer le vestiaire. Donc je serais d'avis de le garder. Et lui, en tout cas, il veut rester au PSG. C'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il voulait tout gagner, etc. Enfin,
Axel, est-ce que le PSG doit le vendre? Non, 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 parce que je pense que avec les joueurs qui risquent d'arriver, comme je l'ai dit, ça peut faire un bon truc, ou en tout cas essayer. Et vu que c'est sa dernière année, et vu que le PSG, je pense ils ont pas intérêt à le vendre avec tout l'apport que ça amène niveau argent, en maillot, Marketing, ouais. même en droit télé, même, on parle du président de la République, hein, carrément, hein, c'est pour dire. Donc ça servirait à rien en fait de le vendre juste pour gagner un an, pour gagner un petit peu de sous. Je pense qu'ils sont pas forcément à ça près. Après, c'est vrai que c'est un bon paquet de sous, hein, quand même. Mais voilà, pour moi, il faut qu'il reste, il faut qu'il tente encore une dernière année, et encore et encore et encore. Et s'ils n'y arrivent pas, bah oui, là, forcément, de toute façon, il part l'année prochaine. Mais je pense en tout cas que ça pourrait faire une très belle dernière année. Et je pense là, pour le coup, il pourrait vraiment tout essayer pour gagner cette Champions League, vu que c'est sa dernière année. Alors, il faut savoir aussi que là, pour le moment, il est encore coté à 180 millions d'euros. Donc, c'est les valeurs transfer market. Je pense qu'on peut diviser la note par deux parce qu'il lui reste qu'un an de contrat. Donc, on peut viser aux alentours, allez, 80-90 millions d'euros. Et même, ça me paraît encore énorme. Donc, à la limite, le PSG pourrait récupérer pas mal d'argent dans le sens où, comme tu l'as dit, Louis, voilà, il n'y aura plus le salaire. Un an de salaire, c'est quand même pas rien quand on est Kylian Mbappé. Tu récupères ça, tu récupères au moins, allez, 60-70 millions si on est gentil. Ça te fait une belle somme d'argent pour après dépenser sur d'autres arrivées, hein. On parlait par exemple d'un Victor Osimhen, pourquoi pas aller le relancer en proposant les 150 millions, il me semble, demandés par Naples. Ça peut être pas mal. Là, mais après, je vous rejoins dans le sens où tu peux pas te priver d'un Kylian Mbappé. C'est-à-dire que il te reste un an. C'est un an où tu peux, sur un malentendu, encore gagner, peut-être aller chercher la Ligue des Champions et aller péter tous les records encore une fois. Donc, tu peux pas vraiment te priver d'un Kylian Mbappé. Donc, je vous rejoins là-dessus. C'est vrai que c'est un dossier assez délicat et je pense qu'on n'a pas encore fini d'en parler cet été, même si lui, il a dit qu'il voulait rester au PSG. Et puis aussi, il y a un événement qui peut arriver aussi la saison prochaine s'il reste au PSG, enfin s'il reste ou pas, hein. Bah, normalement, il Mais ne restera pas. oui, enfin, surtout décembre la prochain, Ballon d'Or. Alors on parle beaucoup de Messi, hein, Messi qui est favori, on va pas se mentir avec cette Coupe Il du y a Monde. Haaland, il y a Mais Haaland aussi. il y a Haaland, mais il y a aussi quand même pas mal de pronos qui disent Mbappé, donc c'est pas déconnant si le PSG le garde, et s'il y a un potentiel Ballon d'Or, ça augmentera la ferveur en tout cas dans le clan PSG, et je pense que ça peut jouer aussi pour eux. Ouais, alors Mbappé, Ballon d'Or, Oui, ça, non, mais ouais, ça on n'y s'annonce croit pas compliqué. trop, mais il y a un monde. Alors je pensais, au début quand tu as commencé à évoquer l'année prochaine, je pensais que tu parlais des Jeux Olympiques, parce que ça aussi, ça va rentrer peut-être en compte, hein. On sait qu'il veut les faire, ces JO 2024 à Paris, mais il ne sera plus au Paris Saint-Germain à cette époque-là, en fait, l'année prochaine. Donc je me pose en fait une question, c'est est-ce que le Real Madrid va vouloir le lâcher pour les JO? C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain avait mis dans sa clause qu'il le lâcherait pour les Jeux Olympiques, chose que ne font pas tous les clubs. Et le Real Madrid, ça m'étonnerait qu'ils puissent le libérer, en tout cas qu'ils veulent le libérer. Peut-être. Je pense que vu le niveau de Mbappé, vu l'envie du Real de l'avoir, je pense qu'ils peuvent faire des compromis. Ce sera dans sa clause, tu penses? Je pense que oui, je pense que ça sera au cœur des débats aussi, hein, de négociations. Je pense qu'il va demander à jouer les Jeux Olympiques, parce que c'est en France, que les JO on les a jamais vraiment joués avec l'équipe de France. Et là, si c'est à Paris, en plus il a dit qu'il voulait les jouer, je pense qu'il y a un sérieux engouement en tout cas pour lui de les jouer. Bon, et bien sûr ce, messieurs, merci d'avoir intervenu dans cet épisode, on peut dire ça comme ça. On espère que ce sera le premier d'une longue série cet été. Voilà, on va voir un petit peu comment ça va évoluer de fil en aiguille, de semaine en semaine pour ce mercato du Paris Saint-Germain. En tout cas, d'ici une semaine, on devrait avoir les premières officialisations, pardon, et on a hâte de voir ce que ça va donner, et on a hâte de voir à quoi va ressembler cet effectif du Paris Saint-Germain en septembre.
Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Euh, Salut les gars et on se dit à la prochaine. À la prochaine. Salut. N'oubliez pas les pouces bleus, hein, n'oubliez pas. Allez, n'oubliez pas. Et rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou TikTok.